الزول مرة كنت في اللون ثيقة وقاعد تفن ثيلي زرم بربة تلفزيون تمديث بوسجد نوغال بوسجد نوي نسنت أمينوث سقرفش غفايد شدن أنافي ذي ثسنا غفايد شدن ثسرفي في الأمريكان نت دمسا سلفرح بمقران ساقين يفنا مس ياسين مرزوقي تنسى إدي سوفران هذا ساقين الدكتورة ينس il a un système, une approche probabiliste intégrée 2026-2030. T'as vu le flag, une phrase de Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci merci Yassine. Il vient à Sagui Charia ou l'indécis. Il vient à mieux fait que مسسي يدير تيك تخصك حاجه كنت في البنكه غادي انت اذا ساكن هو اللي سميه الفكر تعرفين شنو في حال انت دامسك مول الجزائر ولا شي صوره فون قال الا قيل باش نمسلي في الناس ازول في الله نفرح تسمي دار زغورنا الزول ثاني ميرسي الزول في الله ثاني قرات مسياسي مرزوقي tout d'abord pourquoi cet ouvrage اي تورير l'ouvrage c'est quelque chose qui m'a été inspiré par un ami qui était financier. C'est Ben Khalfa, Allah yarhamou. Il a été ministre des Finances et c'est lui qui m'a fait connaître les gens qui m'ont aidé à réaliser ce travail. Donc ça fait 10 ans que l'idée tourne. Et j'ai profité surtout de mes capacités à développer des modèles économiques. J'ai travaillé sur beaucoup de modèles, j'ai développé des modèles économiques, des modèles de gestion d'entreprise, et surtout avec l'apport de l'intelligence artificielle maintenant. Et donc j'ai capitalisé beaucoup de choses sur la dette américaine et j'ai étudié la crise de 2001, ce qu'on appelle la bulle des dot-com, où il y a eu écroulement partiel des banques et des systèmes financiers américains. Puis la crise de 2008, qui était catastrophique par rapport à la communauté internationale. Et j'ai vu les chiffres, les derniers chiffres, qui font vraiment peur. C'est pour ça que je suis allé travailler sur la probabilité de l'écroulement ou bien de la résilience du système entre 2026 et 2030. Et pourquoi vous avez choisi la date 2026-2030? C'est un quinquennat? C'est un peu ça, oui. Oui. 2026, c'est une année charnière pour la planète entière. C'est-à-dire? Si on prend par exemple le président Tebboune, il a déclaré ouvertement, il a dit si on passe le cap de 2026 en bonne santé, on sera meilleur à l'avenir. Le président du Parlement japonais lui-même a déclaré l'année dernière que si on passe le cap de 2026, le Japon pourra reprendre la croissance. Donc il y a beaucoup de pays qui ont tablé sur l'année 26. Comme par rapport à quoi? La situation financière et la situation économique. Je ne sais pas sur quelle base ils ont tous choisi la date de 2026. Donc je me suis dit, allez, on va prendre cette année de référence et on va voir ce qui se passe. C'est pour ça que c'était décidé à peu près fin 2024. On a décidé de travailler sur le sujet. Par rapport aux guerres? Peut-être, oui. Peut-être c'est une année charnière par rapport à des changements structurels qui viennent. L'intelligence artificielle qui commence à prendre le relais dans certains... l'influence, les PIB. Et puis la question de la multipolarisation, est-ce que oui ou non, est-ce que les États-Unis continuent dans un sens ou pas, quel est le rôle de la Chine? Peut-être que 2026, ça peut être le chemin, le croisement de certaines conclusions pour partir sur de nouvelles bases, pour estimer peut-être l'émergence ou non de nouveaux équilibres financiers et puis d'influence économique mondiale.
J'ai beaucoup aimé l'ouvrage parce que... Mais pourquoi il a choisi les 3 présidents? Là, c'est lui qui doit répondre, mais je vais lui poser une question pour que je sois moi-même plus... tout dépend de la réponse. Tout à l'heure, je vais orienter mes questions en suivant la réponse. Parce que lui, il dit que c'est un analyste. Il dit que c'est une approche analytique. L'approche analytique, ça veut dire... En fait, c'est un constat. Il dit, voilà ce que j'ai trouvé, voilà, il donne froidement. Étude stratégique. Voilà, exactement. Étude stratégique. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une approche purement analytique? Ou bien y a-t-il quand même des conclusions qui ne sont pas forcément analytiques, ni académiques, entre guillemets, qui sont à l'intérieur? Monsieur Yassine part de quelle idéologie? Vous êtes... vous venez de gauche, de droite, vous venez d'où? J'ai essayé de mettre de côté mes croyances et mes convictions par rapport au modèle économique. Je les ai mis de côté, j'ai travaillé sur les chiffres. En tant que scientifique? Oui, j'ai travaillé sur les chiffres. Et d'ailleurs, le titre, il porte sur les États-Unis, mais j'ai appliqué le même modèle et j'ai trouvé que la Chine comportait beaucoup plus de risques. Donc, c'est dit texto dans l'ouvrage. Donc, l'approche est plutôt mathématique que idéologique. Pourquoi vous avez choisi ces 3 présidents? Jim Carter, George Bush et Obama c'est démocrate et puis Bush les républicains, mais bon. Donc, peut-être qu'ils ont marqué, il va nous éclairer. Donc, j'ai choisi les 3 présidents par rapport à des choses vraiment subjectives. Parce que Carter, c'est le seul... Lesquelles, ces choses subjectives? Comme ça, on va expliquer. Carter, c'est logique, c'est lui qui a fait baisser la dette américaine. George Bush est le seul depuis 1945 à avoir stabilisé la dette américaine. Il est parti, il a laissé une dette stable. Par contre, Obama, et c'est pour ça que je dis c'est subjectif, c'est-à-dire que si on traverse la barrière, on dira c'est pendant Obama que les États-Unis ont éclaté la dette du Trésor américain. C'est bon, il a fait la guerre d'Afghanistan qui a coûté beaucoup d'argent. Le déploiement des forces américaines à travers le monde a coûté beaucoup d'argent. Les emprunts pour des investissements qui rapportaient rien. Et il a laissé une dette de 2 trillions supplémentaires lorsqu'il est parti. Monsieur Merzougui, pour simplifier, nous, on s'intéresse au cas américain, chinois, etc. Bon, ça peut nous inspirer, etc. Qu'est-ce qui vous dérange, vous, dans la dette américaine? Non. Sachant qu'ils fabriquent leur propre dette. Je veux dire, oui, c'était valable auparavant. Vos prédictions, peut-être catastrophiques. Pourquoi ça vous dérange la dette américaine, sachant que ça finance la machine américaine? C'est quoi ça finance le monde entier. Ça finance le monde entier. Que Obama ait pris plus de... L'un a stabilisé, l'autre a creusé le déficit, et l'autre il a reculé. C'est bien. Donc on a les 3 cas. C'est quoi en termes de croissance, en termes... Qu'est-ce qui vous dérange, vous, si vous voyez que... Juste pour que les choses soient non, ça ne me dérange pas. J'ai constaté un fait. D'accord. Et puis maintenant, le dollar, il a, depuis les accords de Bretton Woods en 1945, c'est le sang qui alimente les veines de l'économie mondiale. Exactement. Donc si ce dollar s'écroule, c'est toute l'économie mondiale.
Donc c'est ça le risque en fait, c'est ça. C'est le risque systémique pour Systémique, hein. D'accord. Donc maintenir une dette acceptable, c'est aussi garder la crédibilité du dollar. Voilà. D'accord. Mais quelle est la méthode que vous avez utilisée? La méthode. C'est la méthode probabilistique. On fait un constat, tous les banquiers font ça, il y a des paramètres à prendre en compte. Et en fait, c'est pas uniquement les États-Unis. Je suis allé chercher les implications ailleurs. Par exemple, les dépôts des pays du Golfe. J'ai dit que c'est un risque. Avec la guerre de l'Iran, les pays du Golfe, notamment le Dubaï, l'émirat de Dubaï, obligés de retirer ces dépôts des États-Unis pour reconstruire le pays. Et puis, ce qui n'est pas arrivé depuis une dizaine d'années, le bond 10 ans, c'est la première fois, vendredi passé, qu'il a dépassé les 5%. Donc, c'est déjà, on commence à ressentir le problème de cette guerre du Golfe. Les compagnies aériennes du monde entier, enfin, sauf celles des pays producteurs d'hydrocarbures, vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus de stock de kérosène. Ça, c'est devenu, tout est imbriqué. C'est pas uniquement, les États-Unis, c'est le moteur, mais toute la machine qui suit derrière. Nous avons l'honneur ainsi où les professeurs Boukrif Moussa, c'est un professeur en économie à l'université de Gaïef. Il a lu l'ouvrage. Professeur سواء سلام ساقي مساسي فيك ومساسي مرزوقي ازول في ذاك تنبث نقرب نقد الذي بنا فزوارا فاش فيني في l'ouvrage هاكي merci beaucoup vache finir quelle est votre lecture tout d'abord à l'ouvrage هاكي qui a été créé par Massi Yassine Marzouki. D'abord je tiens à féliciter l'auteur, donc Yassine Marzouki, la Kazagi, donc intitulé Dette totale des risques systémiques aux États-Unis. Donc une approche probabiliste intégrée 2026-2030. À كل حال أغرقت avec beaucoup d'intérêt parce que ملا يغطس الحوايج peut-être نكوني يتابعنا شوية صغران l'économie américaine, mais ça nous a permis de voir en profondeur, de découvrir un peu plus notamment les vulnérabilités économiques des États-Unis. Donc c'est un travail qui est très bien fait à mon sens, notamment sur le plan méthodologique. Maintenant, il a fait un effort considérable, donc il a mobilisé des approches qualitatives et approches prospectives. Il a mobilisé des modèles économétriques avec des tests de soutenabilité, de simulation, des tests de stress, des tests de scénario probabiliste. C'est des techniques qui en profondeur, donc ce n'est pas une simple description. Et surtout, à mon avis, que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il a construit un indicateur composite de risque systémique et il a combiné entre plusieurs variables, par exemple la variable de la dimension financière, la dimension hégémonique, dimension monétaire, etc. Donc ce qui fait, c'est une étude très sérieuse, une étude scientifique. Et c'est pour moi, c'est un travail que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport aux critiques, Justement, ça a suscité pour moi beaucoup de questions. Vous avez élaboré plusieurs scénarios, notamment vous avez choisi la période 2026-2030 comme une période, une fenêtre annuelle et le risque est le plus important. Qui va s'installer d'après ce que vous avez dit petit à petit, elle est plus importante que la crise de 2008, que nous avons vu une crise de 2008 quand même assez spectaculaire qui a entraîné une crise mondiale. Donc,
donc un petit wahab la crise est plus importante que la crise de 2008. Est-ce que aussi les États-Unis quand même ça a une forte résilience, mais il y a des indicateurs qui sont en train de fragiliser un petit peu la résilience des États-Unis. Moi, je voudrais poser la question par rapport à ce qui se passe dans la géopolitique, l'émergence du BRICS, etc. Est-ce que vous pensez la fragilité, cette dette interne et cette crise qui s'installe doucement peut accélérer justement l'émergence d'un monde multipolaire? Est-ce que ce monde d'avenir dans le même sens? Est-ce que vous le voyez plutôt un monde multipolaire qui sera stable avec un rôle important des États-Unis qui restera donc un poids relativement important à côté de la Chine, de l'Europe, du Brésil, de l'Inde, etc., les éléments du BRICS? Non, vous pensez que ça peut y aller vers un monde multipolaire désordonné, avec une rivalité monétaire entre les différentes blocs et tensions? كم كان كايدنا deux questions par rapport à la crise, la comparaison par rapport à la crise de 2008 et par rapport au BRICS. D'abord en 2008, la dette américaine, elle était à hauteur de 18 000 milliards de dollars. Maintenant, elle est à 38 000. C'est-à-dire, nous avons 20 000 milliards de dollars de différence de dette. Et puis, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une crise des ménages qui ne pouvaient pas payer leur logement acquis à travers des crédits qui n'étaient pas garantis. Donc, les subprimes, les banquiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces crédits, ils les ont titrisés et ils les ont revendus au monde entier, aux banquiers, aux investisseurs et tout. Ça représentait à l'époque, les subprimes, ça représentait 4 000 milliards. Maintenant, aujourd'hui, les crédits des ménages, ils sont à 8 000, c'est-à-dire le double de ce qu'on avait en 2008. On prend la dette des cartes de crédit. Maintenant, le consommateur américain, tout se fait à travers la carte de crédit. Les dettes des cartes de crédit, ils sont à 6 000 milliards de dollars. La dette de l'immobilier, en 2008, elle était à 2 000 milliards. Maintenant, elle est à 9 000 milliards. C'est dans ces entreprises-là qui ont pris des crédits pour construire des biens immobiliers lorsque le crédit était à taux négatif, c'est-à-dire pendant la période du Covid ou bien du quantitative easing. Maintenant, les taux directeurs ont augmenté. On est à 3,25 et on risque d'aller à 3,75 d'ici quelques mois. Donc, les facteurs de risque, ils ont été multipliés par rapport à 2008. Ajoutant à cela la fin d'une hégémonie. Maintenant, Kadhafi, Saddam Hussein, ils ont été tués parce qu'ils voulaient revendre le pétrole dans une monnaie autre que le dollar. Ils ont été tués par rapport à ça? Oui, les guerres ont été déclarées par rapport à ça. Ils pouvaient régler le problème de l'Irak avec le Koweït à travers une médiation. Non, mais le principe, le dernier cas, le Venezuela. Ça fait qu'on peut revivre le même scénario? Ben oui, ils ont failli renverser le régime iranien par rapport à ça. Quand un pays producteur de pétrole revend son pétrole dans une monnaie autre que le dollar, là, le souverain il devient nuisible à l'économie américaine. Je ne sais pas pourquoi ils ont toléré ça entre l'Arabie Saoudite et la Chine, mais pour l'Iran, ils ont pris beaucoup de mesures
pour casser l'Iran et l'obliger à retourner à la... Ce n'est pas un projet politique, c'est un projet économique. Les deux, ils vont ensemble. Les deux vont ensemble. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, non, il y a plus de 10 jours, la visite de Trump en Chine, où Xi Jinping lui a dit il ne faut pas tomber dans le piège de Thucydide. C'est-à-dire que toi, les États-Unis, tu es une force en déclin, moi je suis une force montante, il ne faut pas que nous allions vers la guerre. C'est ça le piège de Thucydide, c'est deux puissances inégales qui se font la guerre pour que l'une empêche l'autre d'aboutir à son objectif. Donc les facteurs de risque sont multiples et je pense que cette fois-ci... Monsieur Merzougui, c'est quoi la relation entre la dette de l'État américain et le fait qu'il y ait plus de dettes sur des découvertes de cartes ou d'immobilier pour les citoyens? Ça va ensemble. Quand les citoyens ne peuvent pas rembourser leurs dettes, Ouais. c'est des banques qui vont s'écrouler. Oui, mais les banques, elles sont détenues par des privés. La dernière banque des startups qui s'est écroulée en Californie, elle s'est écroulée, puis c'est tout. C'est une logique capitaliste. Il y a une banque, et puis cette banque qui s'est écroulée le moment donné avait fait 1000 fois plus de chiffres que le moment donné. Je veux dire, c'était une affaire rentable. Le jour J où c'est devenu pas rentable, elle est partie, puis c'est tout. Ça veut dire que la conception de ce que nous appelons ici, nous peut-être, je dis nous, les Algériens, ça veut dire pour nous, dans notre conception, que dette égale problème égale crise, or que la dette, c'est le moteur de l'économie. Oui, Parce que nous, en Algérie, nous avons une autre définition. Nous pensons que la dette n'est pas... c'est un élément d'akhil, ça veut dire qui vient de l'extérieur, alors que dans n'importe quelle économie, dans n'importe quelle société, il y a l'actif et le passif, ça veut dire il y a la dette, etc. Maintenant qu'il y a plus de dettes pour l'économie américaine, parce qu'il y a eu des choix, puisqu'ils ont donné, comme vous le dites dans votre livre, il y a une assistance médicale, il y a de l'assurance, donc il y a un coût. Barack Obama a dépensé plus, etc. Mais si on compare en termes de volume de l'économie américaine, ça veut dire qu'il y a aussi une progression. Ce n'est pas le même volume de l'économie en 1970 qu'en 2026. Ça veut dire que les chiffres de 3000 correspondent quand même à une économie qui est beaucoup plus grande qu'avant. Ça veut dire que les 17 000 milliards et les 3 000 maintenant ne représentent pas la même dimension de l'économie. Ce n'est pas le même poids. Elle serait problématique, et vous annoncez ici, entre guillemets, une catastrophe. Dans quelle situation? Qu'est-ce que vous nous annoncez? Un crash, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Les crashs, il y en aura tout le temps. Les crashs, il y en aura tout le temps. Et cette fois-ci, la différence, à l'époque, au début des années 2000, la croissance des États-Unis, elle était entre 3 et 4%. Depuis 10 ans pratiquement, elle ne dépasse pas les 2%. En revanche, le niveau de la dette, maintenant, il fait 120% du PIB. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier, surtout les 30% d'entreprises qu'on appelle les sociétés zombies. Elles survivent grâce à la dette. Et elles ne créent aucune croissance. Elles ne créent aucune croissance. Et donc, si 30% de ces entreprises, même s'il y en a 10% qui s'écroulent, ça va réaliser un cataclysme. Donc pour vous, le cataclysme, c'est une récession globale de l'économie américaine même pour 2026 et 2030. Même partielle. D'accord. Vous annoncez la récession, en fait, c'est ça? Les probabilités. Probabilité de récession, c'est à 30%. La tendance qui suit, c'est à 45%. Et la chute, le crash, c'est à 35%. D'accord. C'est des probabilités, avec beaucoup de scénarios. Quand on additionne tous les facteurs sur lesquels nous avons travaillé, nous allons atterrir sur ces probabilités.
Et là, c'était vraiment sérieux parce que les stress tests, on les a réalisés chez Google. Et je remercie les Algériens qui travaillent chez Google. Ils nous ont facilité la chose. Et grâce à l'IA de Google, on a pu réaliser tous ces stress tests avec une précision qu'un être humain ne peut pas assurer. Avant de repasser la parole à monsieur, à professeur, vous avez cité 15 000 milliards de dollars. Quel rôle joue le refinancement de 15 000 milliards de dollars? C'est 15 000 milliards multipliés par le taux de la dette. C'est-à-dire que chaque fois, tu rajoutes, comme c'est le cas, 3,25 à 3,50, et chaque fois, ça augmente un peu plus. إذا كان بروفيسور قبل ما نروح ساحر شويه كدنو غالا في مساتا جيم بريكس زعما فاش عندنا بارابور واش دينا مسيسي مرزوقي. على كل حال je le rejoins effectivement par rapport à justement à la différence entre la crise de 2008 et la crise actuelle. En 2008, il a très bien expliqué que relativement, c'est facile d'identifier les sources de la crise de l'époque. C'était l'immobilier, les banques, les crédits privés, etc. Le problème, je pense, ce qu'il d'ailleurs il a très bien souligné dans son travail, c'est que le problème actuellement, il touche même le cœur du modèle américain. Donc, la gouvernance publique, la soutenabilité budgétaire, la confiance mondiale, etc. Donc, et conjugué à ce qui se passe actuellement dans le monde, dans le recul de l'utilisation de dollars. On voit que maintenant, même qu'en Afrique, il y a une tendance à utiliser les monnaies locales au sein du BRIC, etc. Donc, ce qui fait la crise, peut-être n'est pas aussi spectaculaire que 2008, mais ça peut être une crise très profonde dont les conséquences seront plus graves que 2008. نحد نغالي كان كمنا ثمانية تبديت بوساقين فيه أزول مرة كنت في الأول سحاري شوي سين تبديت بوساقي ما تليفنا مس ياسين مرزوقي نتدي خمني مقارن احتمالات يسقرب ثمسال تاقي ولا ثمسال تاقي نتمور أمريكان مشي قاري زمار ثلاثة مساين ست غاليين غير القار خاطر يسا ثمو غلي ولا مش في ساعة تصب كريديا يضرب لنا إنك يمبانو صوبنا لكن أذعنا خامان غادرنا كريدين سن في ثمور أمريكا السقسي فاش كيسيف كان مسيفير ساسي يغال دي ناس شو يغرف صوت خمسة تاقي إنياس إن يحكاد مش تيك الصاغو لكن غادي يخدم ثمسال تاقي خاطر في الشغفي فطاس وقبل لكني نولا يغال دا فوقار نتمثال عندها يسومد أمريكان يبدو د لاشين أبري يمسي في جابون فغني أبري جابون Le Japon détient à peu près quelque chose comme 3 000 milliards de dettes dans la dette américaine. Ça s'est construit depuis la fin des années 70 où les taux japonais étaient très bas. Donc ça permettait aux investisseurs japonais de prendre des emprunts chez eux à 1% ou bien à 0,5% et les placer dans des bons de trésor américains à hauteur de 3-4% de rendement. Maintenant, depuis le quantitative easing de 2022, le taux américain a baissé et le taux japonais a un peu augmenté. Il est autour de 1,25 maintenant. Donc cette opération devient compliquée. Il n'y a pas beaucoup de rendement. Et le risque, c'est que un beau jour, la Banque centrale du Japon décide une nouvelle augmentation des taux. Ça va perturber le marché américain. Et donc, un retrait massif, incontrôlable, devient un risque systémique pour les Américains. C'est comme la Chine. La Chine détenait 3 000 milliards dans les bons de trésor américains. Il y avait un énorme déficit américain par rapport au commerce avec la Chine. La Chine a été intelligente dans le retrait de ces fonds détenus en bons de trésor américains. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend par exemple 50 milliards de dollars.
elle les revend, obtient des dollars et les distribue sous forme de crédit attribué à certains pays pauvres, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc ces fonds-là quittent les États-Unis pour aller dans d'autres pays, autres que la Chine. Et quand, par exemple, le Burundi obtient un crédit chinois, il va ramener ses fonds chez lui. Et les Chinois vont lui imposer une société chinoise qui va réaliser pour la construction. Et donc finalement, au final, ces dollars vont repartir en Chine. Exactement à Hong Kong. Hong Kong devient un lieu de dépôt du dollar extraordinaire. Sans contrôle de l'Amérique. Aucun contrôle. Et puis ils ont décidé de coller le dollar de Hong Kong à un taux fixe par rapport au dollar américain, et dans 2, 3, 4 ans, ils vont financer le monde entier avec le dollar de Hong Kong, puisqu'il est adossé à un dollar. C'est l'équivalent du dollar américain. Au lieu de donner un crédit en dollars américains, ils vont te fournir un crédit à dollars hongkongais, et comme ça ils vont contrôler la chaîne à la place des Américains. C'est un peu, c'est une machine qui est très lente mais qui avance très bien. Et Japon le Japon, il est exposé d'abord au risque de la Chine et au risque américain. C'est une économie très fragile, le Japon, parce qu'il n'a pas de matières premières, il n'a pas d'énergie. Donc il dépend des deux. Et avec ce qui se passe maintenant, depuis l'arrivée de Trump, avec cette guerre des détroits, il a fini par chasser les Chinois du Panama. Les Chinois ont aidé l'Iran à fermer Hormuz et Bab el-Mandeb. Et ça, c'est une crise mondiale à travers les détroits. Par rapport aux BRICS, ils ont fini par créer un système parallèle au SWIFT. L'arme qui était entre les mains des Américains, c'était le SWIFT, comme ils l'ont fait en 2022 par rapport à la Russie. Ils ont exclu la Russie du système SWIFT. Voilà. Ils ont laissé la banque de Gazprom. C'était la seule qui est restée sur le système SWIFT pour pouvoir vendre le gaz russe aux Européens. Mais maintenant, les BRICS enfin, spécialement la Chine et la Russie, ont conçu un système parallèle au SWIFT. Et c'est ce qui permet aux gens d'acheter en roupies indiennes, en dollars hongkongais, en yuan, en rouble russe. Et donc tout ça, c'est une partie de l'économie mondiale qui commence à échapper au dollar. Ça, c'est aussi un risque à l'avenir. Si maintenant les BRICS représentent 40% de l'économie mondiale. Quand on perd d'un seul coup le contrôle sur 40% de l'économie mondiale, ce n'est plus les années 45. Mais l'Américain a le contrôle, a la force, c'est le pouvoir, زمان نستفاد حبس البريكس كتمو على la force l'armée, على le dollar. Oui, maintenant, les BRICS, c'est tout un débat, parce que est-ce que les BRICS réellement, c'est une alternative de remplacement complet, ou bien c'est plus une voie pour la négociation, pour négocier une place pour le Sud global. Je pense que l'idée c'était effectivement une voie pour le Sud global, mais qui s'est un petit peu transformée, puisqu'on voit maintenant les membres des BRICS, il y a l'Argentine, il y a les Émirats. Je ne pense pas que ces pays ne représentent pas le Sud global. Donc il y a aussi une évolution à l'intérieur des BRICS qui a pris une tendance qui est une tendance marché. Ils ont pris des pays quasiment en faillite comme l'Égypte,
pour les intégrer, exactement, pour les intégrer dans les BRICS. Alors qu'ils sont des alliés des États-Unis. Non, quand je parle les critères déjà d'appartenance à ce bloc, ils sont plus comme nous pensions, c'est-à-dire sud global, etc. Mais c'est plus une tendance marché. Parce que l'Égypte représente un grand marché, voilà. Oui. Alors que c'est un pays qui est presque en faillite. Au moment, ça veut dire que maintenant les BRICS peuvent être une voie authentique, équilibrée, etc. Je ne pense pas. C'est devenu plutôt un modèle hybride, plutôt proche d'une tendance, pourquoi pas, qui va jouer un rôle peut-être dans l'avenir, mais ce n'est pas un changement radical à mon avis. Après peut-être que vous pensez autre chose. J'aurais aussi une question, c'est vous n'avez pas parlé de l'Inde, parce que beaucoup pensent que la Chine serait ce géant qui va remplacer, alors qu'il a des défis structurels majeurs et apparemment il ne va pas vraiment pouvoir le faire rapidement. Et est-ce que ça ne serait pas l'Inde, ça ne serait pas le roupie indien qui demain peut-être va jouer un rôle important? Non, l'Inde, elle est accrochée entre la Chine et le Pakistan. Par exemple, dans 3 ans, ils vont finir la construction du plus grand barrage au monde, du côté chinois. Et ils vont contrôler l'eau aussi bien pour le Pakistan que pour l'Inde. Et les Chinois seront en mesure de dire, voilà, tu prends 1 mètre cube pour l'Inde et tu prends 1 mètre cube pour le Pakistan. Parce que c'est lui la source. Donc c'est un problème fondamental. On a vu la guerre des 3 jours entre les deux pays. Ils sont tous les deux en BRICS. L'un est soutenu par la Russie militairement et l'autre soutenu par la Chine qui est membre des BRICS. Et on a vu les dégâts. C'est-à-dire que la Chine s'est intégrée dans cette guerre pour dire attention, plus de menaces contre le Pakistan. Parce que ce n'est pas une menace contre le Pakistan, c'est la route de la soie qui démarre des terres chinoises et première destination, c'est le Pakistan. Donc, ils disent clairement, c'est notre territoire, il ne faut plus s'approcher. Et puis, la sous-traitance de l'Inde. L'Inde a la matière première. Son premier marché, c'est la Chine. Donc, il n'y a pas lieu de déstabiliser ce marché. En plus, la délocalisation, on a une fausse idée des Chinois. Maintenant, les Chinois ne font pas la cousure de chaussures, de vêtements. Non, ils l'ont délégué aux pays de l'ASEAN. Les Pakistan, par exemple. Par exemple, le Pakistan, l'Inde, le Vietnam. Le Vietnam a multiplié son PIB par 3 en l'espace de 4 ans. Par rapport à... Donc les anciennes usines chinoises sont délocalisées vers ces pays, dont l'Inde. Par rapport à la main-d'œuvre? Par rapport à la main-d'œuvre, et puis le Chinois, maintenant, il travaille avec une usine complètement automatisée. Donc, cette génération d'ouvriers non qualifiés dans la Chine a disparu. Ils sont tous qualifiés maintenant. C'est devenu une obligation pour les Chinois d'être formés. Sinon, il n'y a pas de travail. Donc, au plan géostratégique, les BRICS, il y a plein de contradictions. On prend l'Iran, on prend les Émirats, 2 ennemis. On prend l'Égypte et l'Éthiopie. L'Inde et la Chine. Oui, l'Inde et la Chine. Ils sont aux Himalayas, il y a carrément un état de guerre quelque part. Donc, il y a plein de contradictions. Ils sont tous unis contre les États-Unis. On va avoir une autre monnaie, une nouvelle monnaie mondiale. Ben oui, on va aboutir à ça. On va revenir à la source, c'est-à-dire la seule monnaie, c'est l'or. Avec l'argent. En janvier passé, nous avons vu une démonstration de force de la Chine qui a interdit l'exportation de l'argent physique
Et on a vu les prix ont explosé aux États-Unis. Donc, par exemple, même si on prend un petit exemple en Algérie, nous avons une quantité d'or. Auparavant, ne figurait pas dans les bilans de la Banque d'Algérie. Et cette fois-ci, en 2025, on a commencé à la valoriser. C'est l'équivalent de 15 milliards de dollars. Donc, tout le monde est conscient du fait qu'il faut acheter de l'or. La Chine et la Russie sont les premiers acheteurs au monde, mais ils jouent sur les bourses. Parfois, quand ils achètent progressivement, les prix augmentent. Et parfois, ils lâchent, ils n'achètent pas, il y a un excédent sur le marché, donc les prix baissent. Donc ils attendent ce moment pour racheter. Monsieur Merzougui, cette question de l'or et de la monnaie, j'ai un avis. Après, peut-être que avec votre analyse, vous avez un avis plus éclairé. En fait, la monnaie flottante, c'est-à-dire l'argent qui n'est que du papier, c'est-à-dire un engagement d'une banque centrale, c'est une évolution majeure dans le système économique mondial. Pourquoi ? Parce que si vous adossez votre valeur, votre économie sur une valeur réelle, qui est l'or, la valeur de l'or, elle est définie par le marché. D'accord ? Si votre valeur à laquelle vous adossez votre économie est définie par un facteur qui n'est pas entre vos mains, en tant que régulateur, les 4% ou 3% qui vont augmenter sur l'année ou sur le mois, etc., vous n'avez pas beaucoup d'outils pour pouvoir contrôler cela. Ça veut dire que vous êtes à la merci d'une valeur exogène aux critères d'une banque centrale. Donc on prend la monnaie flottante parce qu'on contrôle, entre guillemets, le flottement de cette monnaie. En contrôlant le flottement de la monnaie, c'est du papier, nous arrivons à réguler notre économie de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus supportable pour l'économie. Ça veut dire nous sommes passés d'une valeur réelle, parce que ça peut être, on parle de l'or, ça peut être une maison, une valeur X, à laquelle je vais adosser ce que j'ai. Donc nous sommes sortis de ce critère, et c'est ce qui nous a permis d'arriver à cette expansion économique mondiale. Donc dire qu'on reviendrait à l'or, c'est une régression. À mon avis, peut-être qu'on va aller vers des valeurs refuges qui vont assurer, parce qu'il y a des crises qui peuvent être l'or, ou bien les monnaies hors circuit comme les cryptocurrencies, etc. Donc, mais c'est la tendance maintenant. Par exemple, on prend Unit. C'est la monnaie adoptée par les BRICS. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un petit peu de roupie, un petit peu de yuan, un petit peu de rouble. Elle est diversifiée. Et 20% d'or. 20%, c'est une obligation. Donc c'est un panier dans lequel il y a même... Voilà. Donc c'est la tendance. Aller vers l'or, payer avec l'or, c'est moins risqué que le SWIFT. Les pays qui sont sanctionnés par les États-Unis. La Russie. L'Iran, la Corée du Nord, le Vietnam auparavant. Ils payaient avec l'or. Et ils achetaient, ils échangeaient leurs marchandises contre de l'or. Donc c'est devenu la tendance. Avec Unit, en 2025, ça commence et il y a un fort potentiel d'augmentation de ce taux d'or dans le panier de monnaie de Unit. Professeur Boukrif Moussa, on peut poser des questions sur l'impact de cette analyse sur l'économie algérienne, locale, nationale? Oui, justement, l'impact, c'est bon. Je voulais, c'est avant mais là, si tu permets, un mot comme parce que je suis intéressé d'écouter un petit peu notre ami Yassine. J'ai posé tout à l'heure la question parce que, comme il travaille sur des scénarios, justement, puisqu'il a évoqué le BRICS, etc., est-ce que, Yassine, vous pensez que vers d'abord, cette date va accélérer l'émergence d'un monde multiple
multipolaire et quelle forme est-ce que c'est un monde multipolaire stable avec les États-Unis qui va être toujours à poids lourd, donc à côté de la Chine, de l'Europe et des membres du BRICS. Non, vous pensez plutôt on va y aller vers une forme de multipolarité désordonnée, donc avec des rivalités monétaires, des banques, des concurrences, des tensions commerciales un peu partout dans le monde, voilà, une instabilité géopolitique de manière générale. Donc c'est un peu la question. Après, de nouvelles attaquées donc justement parce que ce qui m'a intéressé au dégât de l'Oktagé, les choses du Maroc de Wing, la crise par rapport à les pays d'une manière générale émergents, notamment ceux qui dépendent du dollar, et pour l'Algérie. Vous pensez plutôt ça peut être une opportunité puisque c'est un pays quand même qui exporte du gaz et du pétrole. Est-ce qu'on peut transformer cette crise à une opportunité? Là, on va plutôt y aller dans le sens que l'Algérie, c'est malheureusement une économie extravertie où n'importe plus de 70%. Ça va être plutôt sur l'importation de l'inflation et ça va avoir un impact sur l'économie là. Deux questions. Par rapport aux BRICS, je pense que c'est l'élément central, c'est l'alliance Chine-Russie. Ils sont maintenant alliés à tout jamais, à travers les gazoducs, les pipelines pour transporter le pétrole. Donc 50% du pétrole russe est revendu aux Chinois. 50% du gaz consommé en Chine provient de Russie. Là, c'est une alliance stratégique. On ne peut pas les dissocier. Et ils vont... Même l'armement. Même l'armement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui les unissent. On a essayé de casser la Russie à travers le Nord Stream qui alimentait l'Europe avec 54 milliards de mètres cubes par an. La Russie ne s'est pas souciée. Elle a réorienté ses volumes vers la Chine. Et maintenant, l'Europe se trouve face à un déficit d'alimentation en gaz. Il ne va pas le trouver. Combien de pourcentage? Bon, au départ, ils pouvaient compenser avec le gaz qatari. Mais avec les perturbations qu'il y a eu sur Hormuz, maintenant, ce n'est pas évident. Et l'Algérie? L'Algérie... elle peut satisfaire le marché européen? Non, l'Algérie a une politique extrêmement différente. Par exemple, depuis 2010, l'Algérie ne fait plus le spot. Ou bien on est lié par un contrat à long terme et on respecte le prix plancher, le prix plafond, les volumes planchers, les volumes plafonds, avec des formules d'indexation très compliquées, mais qui arrangent aussi bien l'Algérie que l'acheteur. Le Qatar a combiné entre les deux, entre le prix spot, le prix du jour, qui est généralement supérieur à celui du long terme. Mais le problème, par où peut-on faire passer ce gaz-là? Combien couvre l'Algérie? 20%? C'est hétéroclite. Par rapport au volume en Europe, c'est à peu près 15%. 15%. Et c'est ce qu'on peut donner, parce que l'orientation maintenant, c'est la valorisation du gaz algérien ici en Algérie, à travers tous les projets qui sont en cours. La deuxième question. C'est par rapport à l'impact sur l'Algérie. La crise du dollar, est-ce que ça, oui, c'est positif, négatif? Va influencer ou elle va ouvrir quelques portes pour l'Algérie sur le plan économique? Le risque, c'est la détention de gros volumes de dollars. C'est-à-dire? Nous avons une histoire vraiment bizarre avec le dollar. Oui, dans les années 40, 50, 60, les États-Unis imposaient aux pays de commercer en dollars.
l'Algérie est le seul pays qui est allé demander de l'aide américaine pour se séparer du franc français. Parce que tous nos contrats dans les années 60 étaient avec la France, en franc français. Et c'est elle qui s'occupait, c'était les compagnies françaises qui s'occupaient de la commercialisation du gaz algérien. Le pétrole algérien aussi. Donc nous sommes allés demander de l'aide américaine pour pouvoir vendre notre pétrole et notre gaz. Et c'était le premier contrat, c'était El Paso dans les années 70 qui a fini. Vous avez écrit un ouvrage sur le travail de Sonatrach, Histoire secrète des arbitrages. Justement, j'en parle, c'est le premier procès qui était gigantesque quand même. Il portait sur d'énormes volumes de gaz et qu'on a gagné au bout de 13 ans de procès et on a réglé le problème à l'amiable et c'est comme ça que l'Algérie s'est retrouvée actionnaire dans Anadarko. On avait presque 6 millions d'actions dans le Anadarko qui ne pouvaient pas nous payer. Donc, ils nous ont accordé des actions au sein de l'entreprise. Positif ou négatif pour l'économie? Pour l'économie, trop dépendre du dollar américain, c'est pas bien. Je pense que la meilleure chose pour l'Algérie, c'est de garder le minimum de dollars. Et le reste, c'est de le convertir. L'or? Au nord, c'est pas intéressant. Euro? Non. En dinar? En fait, les États-Unis, ils ont deux monnaies. Ah bon? Ah oui. Les États-Unis, ils ont le dollar. Et ils ont la monnaie du FMI. Qui s'appelle droit de tirage spéciaux. C'est le DTS. Et depuis qu'on a adhéré au FMI, on est devenu actionnaire, on a le droit d'échanger nos dollars contre les DTS. Et là, le DTS, c'est toujours plus stable que l'euro, que le dollar. Professeur, Oui. كي قرر زمان بدل الدولار في الدي تي اس لا سوليسيون كيما دون كريز وش يعرض. Oui, c'est une solution, effectivement, à كل حال. Il y a Toura, même maintenant, il commence à prendre conscience. D'ailleurs, on n'utilise pas uniquement le dollar, on commence dans certaines transactions avec la Chine d'utiliser le yuan, la monnaie chinoise. On utilise, on commence à utiliser aussi l'euro. Et surtout dans le cas de la ZLICAF, avec les pays africains, dans le cas de la ZLICAF, là, un dispositif qui permet justement d'utiliser la monnaie locale. Effectivement, nous devons petit à petit ne pas s'appuyer uniquement sur le dollar. C'est une solution, c'est un reflet. Et tout à l'heure, quand j'ai posé la question, parce que j'ai présenté à la fois les deux facettes de notre économie, à la fois nous exportons donc du pétrole et du gaz, et que nous aurons généralement $, mais les dollars, c'est bien pour notre économie, mais malheureusement nous avons une économie qui dépend entièrement des importations, notamment de beaucoup d'entrants dans l'industrie, donc c'est une économie extravertie, donc on va importer malheureusement de l'inflation. Professeur, donc, oui. بروفيسور فاش نفهم فهمتني باش كيحطها في كيفاش سيد ليميسيون اسكو لي ميثود اجي بروبوزي بار مسيو ياسين مرزوقي انسينيي اون الجيري في l'université algérienne. نعم اسكو سي ميثود لي ميثود اجي بروبوزي نا écrite par ياسين مرزوقي اسكو سون انسينيي في مول الجزائر نغالا. Oui, nous avons des excellents professeurs en économétrie, nous avons des professeurs qui même en économie, nous avons même carrément une spécialité qu'on appelle économétrie, donc on utilise
de la modélisation. On utilise les modèles qui ont été utilisés par notre ami donc Yacine, soit les méthodes probabilistes, soit les méthodes soit les simulations de Monte Carlo, les tests de stress. qu'on enseigne pour nos étudiants et même les tests de doctorat, ça a beaucoup de cas. Ce qui est intéressant, après, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est ça l'apport de chaque auteur, d'apporter un plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu que la conservé un indicateur quand même assez intéressant, un indicateur composite de risque. Donc c'est un apport à mon avis qui est important. Donc mais c'est ce qu'on utilise à l'université, les scénarios. Bien sûr, très importante, je dois la souligner, que nous avons une problématique de données chez nous. Ça veut dire qu'il y a une certaine Yassine Adam, mais il y a car النتيجة العالية لقد تساوي la donnée il est fiable, il est disponible. La difficulté d'accès à la donnée. Généralement, donc ce qui fait les études menées au sein de l'université, toujours c'est le résultat et il faut le prendre un peu parce que à la base on n'intègre pas des données fiables, des données à l'intérieur. Des fois on a des difficultés, par exemple au lieu de travailler sur une série de 15 ans, 20 ans, on peut trouver que une observation de 4 ans, 5 ans, ce qui réduit l'étude dans la taille de l'échantillon. Mais les techniques, et Zmer Nwali Yassine Merzouki dans une conférence dans les studios. Avec plaisir, déjà pour l'accord de principe, moi je m'engage à dire pourquoi pas, mais bien sûr après pour les autorisations de la tutelle, comment ça fonctionne à Orna. Pour un débat, le principe, je l'invite avec plaisir d'avoir à Orna pour une conférence, pourquoi pas. C'est une mission professionnelle de Vivna. مسا إيفير بالنسبة لي كان بروفيسور فاني أسقى دكتور ياسين مرزوقي غادي يكتب فاني la géopolitique de l'intelligence artificielle qui dirigera le monde demain. C'est en quelle année c'est monsieur 2025. 2025. Il par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, je pense que c'est utile. C'est une image, une photo sur la situation, peut-être avec une tendance un peu prospective sur d'ici 2030. Et peut-être que les décideurs vont prendre en considération le fait de diversifier les paniers de monnaie, le fait de prévoir des canaux en cas de crise, ça veut dire gérer des risques opérationnels. Je pense que ça peut aider à la prise de certaines décisions sur les changements et les perturbations éventuelles au niveau international. Certes, le monde est ainsi fait. L'Amérique détient le dollar, elle détient l'or, elle détient l'armement. Moi, je suis personnellement, après ça n'a pas de lien, je suis très conservateur sur le fait que le dollar demain va laisser place complètement à une monnaie, etc. Il va y avoir le cataclysme. Moi, je suis personnellement conservateur. Je pense que l'état du monde, et vu l'écart qu'il y a entre l'économie des États-Unis, que ce soit la monnaie ou autre, et les autres pays qui essayent en tout cas de concurrencer, très certainement influence l'ordre mondial. Ça veut dire qu'il y a des concessions qui doivent être faites, mais la situation, à mon avis, ne va pas basculer de sitôt, surtout sur le plan monétaire. Si on revient à cette situation, depuis Bretton Woods, en 1945, le dollar était adossé à l'or. En 1971, les États-Unis séparent le mariage catholique entre le dollar et l'or. Qu'est-ce qui a remplacé l'or? C'était la confiance. Les gens avaient confiance en ce dollar. Et c'est pour ça que le monde entier
ne s'est pas privé de dollars. Je pense, monsieur Mais Merzoug, maintenant, cette confiance est en train de s'effriter. Monsieur Merzoug, sur le point de la confiance, je partage parfaitement. L'interventionnisme américain, les problèmes géopolitiques, on est tous alignés sur le fait que ça a perturbé. D'ailleurs, les premiers qui sont contre et qui ont aidé à l'élection de Donald Trump, c'est les isolationnistes qui pensent autrement. Ça veut dire que justement, pour la pérennité de l'économie, il faut plus s'aventurer, etc. Mais je pense que le problème de la confiance, ce n'est pas que géopolitique, parce que ça a toujours existé. Il y a eu toujours l'armée américaine qui avançait et qui était suivie par les banquiers derrière. Ça a toujours existé. Ce qui a fait éroder la confiance, à mon avis, c'est des politiques américaines extraterritoriales en termes fiscaux, Oui. en termes FATCA. Donc le Financial Act, ça veut dire que ça veut dire qu'on touche à la liberté de circulation du capital. Et c'est là la conclusion intéressante pour des économies comme l'Algérie. Le seul ennemi du capital, c'est les barrières. Ce n'est pas la guerre, c'est faux. Ouais. Là où il y avait les guerres, il y avait le business. Donc ça, c'est une idée reçue. Ça, oui, bah après il y a des Lockheed va prendre de la valeur. La société Lockheed qui vend des armes va prendre de la valeur. Certes, il y a des conséquences très certainement sur la vie quotidienne, etc. Mais ce n'est pas un facteur majeur dans le fait que ça remet en cause l'économie. Ce qui remet en cause la confiance dans une monnaie pour un investisseur, c'est la liberté de la circulation. Et ça, c'est une leçon pour un pays comme l'Algérie. Oui. Parlons un peu de l'Algérie avec le dollar. C'est pour ça que Goldman Sachs, depuis 2009, s'intéresse à l'Algérie. Après la crise de 2008, au moment où tout le monde fuyait le bon de trésor américain, qui était le pays qui a le premier acheté après la crise des subprimes? L'Algérie. Un pays fermé. Qui ne risque rien. Bon, c'était risqué, hein. Les gens ont retiré leur argent, ils observaient. C'était la Chine qui a sauvé les États-Unis après les subprimes. La Chine a investi 1000 milliards de dollars dans les bons de trésor américains. C'est ce qui a réconforté le reste du monde à aller vers cette solution. Mais l'Algérie avait acheté les bons de trésor avant la Chine, au moment où tout le monde était dans l'expectative, ils ne savaient pas quoi faire. Je pense que nous avons de très bons économistes. Nous avons de très bons penseurs de philosophie économique. S'il y a l'adhésion de tous ces compétences, toutes ces compétences, aussi bien à la Banque d'Algérie qu'au ministère des Finances, ailleurs, on peut aller. Le CNES qui était un énorme soutien pour le pays. Exactement, pour la prospective, pour tout ce qui est... Voilà. Et puis, il faut que ces compétences-là arrivent à s'unir dans des think tanks, dans des... comme tu disais, professeur tout à l'heure, aller vers des débats avec les étudiants, avec les chercheurs. C'est-à-dire que nous avons des compétences qui sont isolées. Nous n'avons pas des compétences qui sont actives, agressives. Des fois, une entreprise qui est en difficulté, il suffit de consulter un bon penseur de mécanisme et l'entreprise est tout de suite redémarrée. Nous avons des entreprises qu'on a financées pendant 20 ans et ils sont au même stade. Ça n'avance pas. Donc, c'est ça, il faut penser l'avenir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Merci à vous, monsieur Merzougui, pour votre patience. لكن ديلايفنا ما سياسي مرزوقين سيدي سفران تاقام كي يحتمل
يفكاد ثغور يمشي كتوا تمثال يمشي تمثال مركز التغليه زمالة التغليه جالس جوجافو 26 جوجافو 30 في كيف لي فاكتور نتفع عندنا في جيوبوليتيك في الانتيليجنس ارتيفيسيال يورا سنجيون بوفيليس في سوناتراك تمثلتو من نوع سوناتراك في تخدم تاكل الدواء ايزر فنيس تلميذ في مس ساسي فير نتا نسميتي نتا يقدش كحاشي كاين تفريم فوق البونكا غادي نتا فيوني كارن ولي في مرافي فرانيين هادو غالا صوري دادليس الى قيب بس تزقر ان شاء الله تلميذهم داك واحد نفع فن البروفيسور بوكريف موسى تي فاني تكيفنا في سيكلت تمديت بوساكي قيم في بنا غاميا سيكلت